Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice qui va vous permettre de faire le plein de culture. Au programme, aujourd'hui, un focus sur une créatrice qui a décidé de conjuguer son amour pour la nature et pour les bijoux en lançant sa marque Modibule, une collection de bijoux à planter. Nous montrons le son pour proposer aux musiciens locaux de participer à un tremplin au 105 dB à Forbach. Les musées étant toujours fermés, nous ferons entrer une toile dans notre salon avec la découverte d'un chef-d'œuvre de Marc Chagall. Et puis bien sûr, Tom et le Lord seront à nouveau là pour nous jouer des tours. Mais tout de suite, je vais retrouver celle qui a été nommée il y a quelque temps chevalière des arts et lettres, Anne Delrez, qui est la directrice de la Conserverie, un lieu d'archives à Metz, un lieu qui est à la fois une galerie d'exposition, un centre de ressources, une maison d'édition ou encore une librairie. Ouvrons la boîte à malice pour le découvrir. Anne Delrez, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici. On peut dire en quelque sorte qu'on se trouve dans ta deuxième maison, puisque nous sommes à la Conserverie, un lieu d'archives à Metz, un lieu que je trouve particulièrement merveilleux, parce qu'on y retrouve plus de 35 000 photos dites de famille, alors autant dire un océan de souvenirs. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la genèse de ce lieu, sachant que cette année, nous fêtons les 10 ans de la Conserverie? Oui, bon, merci d'être si aimable avec ce lieu. L'idée d'ouvrir la Conserverie, c'est-à-dire d'avoir un lieu d'archives, mais aussi un lieu ouvert au public, et aisément facile ouvert au public puisque ça a un accès directement sur la rue, c'était et de recevoir ces photographies qui, pour plein de raisons différentes, doivent à un moment donné sortir de leur giron familial, deviennent orphelines, et jusqu'avant l'ouverture de la Conserverie, ces photos allaient dans les déchetteries, ou effectivement dans les archives départementales, municipales, mais donc elles étaient perdues dans un flot d'archives historiquement plus importantes. Moi j'aime ce type d'image, enfin j'aime les petites choses, j'aime les petites choses qui d'un premier abord ne semblent pas importantes, et c'était essayer de faire en sorte qu'elles n'aillent plus à la déchetterie, mais aussi essayer de les faire dialoguer avec chacun de nous, ces images. Des photos que toi tu ne juges pas, justement c'est toute la particularité de ce lieu, puisqu'on a des photos qui viennent du monde entier, on peut le dire. Alors pour les appels à participation du monde entier, c'est-à-dire là c'est juste des prêts d'images et puis elles repartent, pour l'archive pure de l'Europe on va dire. De l'Europe, ce qui est déjà pas mal. Ce sont des photos qui a priori semblent anodines, elles sont prises par des tontons, des grands-pères, voilà c'est vraiment la photo de famille traditionnelle, sans souci parfois de cadrage, sans notion de cadrage, et pour autant il s'en dégage au niveau parfois du cadrage, on a l'impression qu'elles ont été prises par des grands photographes. C'est ça qui est assez fou. Alors, il y a des grands photographes qui sont pas bons. Hein. Aussi. Mais oui, il y a une habitude, et puis il y a effectivement des familles où le geste photographique se répète, où il y a un vrai souci de la lumière, et puis tu le vois dans des photos qui sont, elles, pas dans les albums, mais dans les boîtes à côté, où en fait, tu as un enfant qui est posé à une table, et puis il y a une autre photo qui, elle, n'a pas été sélectionnée dans l'album, où tu sens que l'enfant pose, donc il répond à une attente. Mais c'est tout le jeu de la photo de famille. C'est-à-dire que celui qui est pris en photo fait au moins autant la photographie que celui qui photographie. C'est un dialogue, et c'est ça que je trouve très touchant, en dehors de la photo qui peut être belle, mais c'est que parfois, quand il y a des albums entiers qui arrivent ici, tu sens le dialogue, tu sens la relation, tu sens la conversation. Et cette conversation, elle a quand même comme volonté de faire beau, de raconter une vie un peu extraordinaire. C'est un vrai album de famille qui a juste eu la particularité de commencer en 1904. Donc ça, ce sont des photos de 1904 d'enfants.
et de femmes dans un jardin. Et puis très vite, ils partent à la guerre. Et très vite, on passe de l'histoire un peu normale d'une famille, enfin d'une famille bourgeoise, hein, parce qu'on est en 1904, sinon on ne faisait pas de photographie, à des jeunes gens qui partent au front. Et puis pouf, on revient parfois avec un portrait d'une jeune femme et on retourne au front. Alors bien évidemment, très très vite, il y a les avis mortuaires qui sont donc glissés dedans. Donc c'est vraiment un vrai album de ce que c'est qu'une vie. C'est vraiment un mélange entre l'histoire officielle et puis l'histoire à hauteur d'homme. 35 000 photos qui sont stockées ici. Comment ça se passe? Est-ce que moi, en tant que visiteur, je peux venir toquer à la galerie, les consulter? Comment est-ce que ça fonctionne? Toutes les photos arrivent ici, sont numérisées, indexées et disponibles sur un site internet, un site de partage qui s'appelle c'étaitoù-c'étaitqu'and.fr. Et là, il faut être adhérent, parce qu'on est une association, donc c'est un petit coût, hein, c'est 12 €. Et pour 12 €, vous avez accès à 35 000 images aujourd'hui, 36 000 dans un mois et demi. Voilà. Et il y a tout un système de thésaurus, donc de mots associés à chaque image. On peut peut-être voir comment ça marche? Mais oui, vous arrivez sur le site et ensuite vous pouvez aller chercher des images en ayant comme entrée des mots associés. Par exemple, là, vous pouvez aller chercher adolescent, pouf, valider la recherche. Et donc ça va aller puiser dans tous les albums. Et là, il y a donc 14 pages de photographies d'adolescents. Alors il y a bien sûr tout ce fonds d'archives consultables, à condition bien sûr d'adhérer. Et puis il y a la vocation de cette galerie, avec des expositions que tu organises régulièrement. Et là, ça permet aux photos de communiquer entre elles. Et tu racontes des histoires à travers elles. Et tu mets aussi à contribution les gens avec des expositions participatives. La prochaine, par exemple, qui va s'appeler Du vent au bout des doigts. Du vent au bout des doigts, donc c'est une collecte que j'ai initiée l'année dernière. Et j'ai demandé aux gens d'aller chercher des photographies où les gens sont en contact avec un oiseau. Et donc ça, c'est la résultante de mes recherches dans le fond iconographique, des choses qui se répètent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le partage de tout ça. Le fait qu'il y ait de grandes chances que tu en aies dans ton album, que la dame qui passe tous les matins, que la factrice qui vient aussi, que Jean-François en ait un aussi. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce point commun, cette chose à la même hauteur. Ce qui nous lie quelque part aussi. Voilà, quel que soit le milieu social, quel que soit le milieu culturel, tout ce qui fait qu'on est touché par les mêmes choses. Il y a une chose de l'ordre du moment extraordinaire. C'est pas rien d'avoir un oiseau qui accepte de venir sur vous, si petit qu'il soit. Je ne parle pas des grosses autruches qui sont un peu embarrassantes, mais de cette petite chose où tout d'un coup on sent bien que c'est un moment précieux. Oui. Voilà. Et ça, effectivement, j'ai reçu, je crois, plus de 250 images. Et ça sera donc l'objet et d'un livre et d'une expo au printemps. J'ai édité des sous-bocs qui s'appellent Se toucher. Et c'est donc une réaction au confinement et au non-accès au toucher et au bar. Vous voulez voir une des plus belles photos du monde? C'est la plus belle, celle-ci? Je l'ai éditée en carte postale, mais elle n'existe plus. Pourquoi c'est la plus belle à tes yeux? Parce que je n'arrive décidément pas à savoir s'il est préférable d'être cet enfant, cette dame, celui qui photographie. Parce qu'il y a une sorte de sainte trinité comme ça qui est hyper douce.
La conserverie à Metz, un lieu qui fête ses 10 ans. Alors happy birthday. Vous avez vu, c'est un lieu absolument incroyable car c'est aussi une maison d'édition, une librairie. On aurait pu en parler encore pendant des heures. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est à en pousser les portes. 6-7 expositions ont lieu tous les ans. On espère vraiment que ça va reprendre son cours normal très vite et en attendant, allez faire un tour sur le site qui est apparu à l'écran. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve un tremplin pour les musiciens et les musiciens locaux. Ça se déroule du côté du 105 dB à Forbach et les musiciens vont pouvoir conquérir le Graal, à savoir une séance en studio d'enregistrement pour enregistrer un EP 4 titres. Nos confrères de Mosaïque Cristal nous en disent plus. 105 dB, c'est un concept global pour ouvrir une scène aux artistes locaux. Une trentaine de groupes a déjà foulé cette scène. Le premier tremplin est une nouvelle occasion de soutenir les artistes. Ce tremplin musical 2021, donc c'est la première édition au 105 dB à Forbach, donc qui s'adresse à tout artiste, solo, duo, en groupe, c'est égal, professionnel, amateur, qui voudrait venir sur notre scène et puis pouvoir se tester par rapport aux autres groupes qui vont participer et pouvoir remporter un des lots du 105 dB. Ça se passe donc en différentes étapes. La première, c'est donc qu'il y a des présélections. Ça se passera en ligne. À partir de ce moment-là, on sélectionnera donc des personnes qui iront en demi-finale. Elles pourront se représenter donc sur la scène qui est derrière moi. Durant ces phases de demi-finale et lors de ces concerts, il y a donc un jury et l'aide du public pour déterminer les personnes qui vont aller en finale. Et donc la finale repose sur ce même principe, c'est-à-dire qu'encore une fois, vous vous présentez ici, vous jouez ici et vous êtes examiné par un jury et de nouveau par le public qui déterminera justement l'ordre des vainqueurs. Le premier prix, c'est un enregistrement donc d'un EP 4 titres, donc d'un mini-album en fait, qui se déroulera, l'enregistrement se déroulera ici, dans notre studio. Il y aura également une distribution dématérialisée de cet EP. Ensuite, les lots sont dégressifs, par exemple le deuxième prix, c'est l'enregistrement d'un single ou d'un mini-album, etc., etc. Les inscriptions sont ouvertes, vous avez jusqu'au 28 février pour envoyer votre candidature par mail à 105 dB. Et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, branchez les guitares et tout donner. Bonne chance. On va maintenant prendre la direction d'Aboncourt, en Moselle, pour y retrouver Maude Mangeot. Depuis toujours, la jeune femme aime fabriquer, récupérer, transformer. Alors après des études de beaux-arts où elle a décroché une mention, après un master en art de l'exposition et scénographie, elle a décidé de créer sa propre marque, Modibule. Alors que se cache-t-il derrière ce nom? Réponse. Quel est le point commun entre ce bijou et cette plante? Eh bien, ils ne font qu'un. Car au cœur de chaque broche, bracelet ou collier de la marque Modibule se trouve une graine à planter. Ces créations originales, écolo et arty, ont germé dans la tête de Maude il y a 2 ans, avec cette envie de conjuguer son amour pour les bijoux et celui pour la nature. Je voulais que ce soit un bijou fantaisie, mais qui ne crée pas de déchets. Donc en combinant mon amour des graines, mon amour des bijoux, ma créativité, j'ai réussi à inventer ce procédé de fabrication-là qui fait que le bijou est entièrement en matière naturelle, contient des graines. Donc l'idée c'est de pouvoir le planter, l'arroser régulièrement et il va pousser. Graines de fleurs, d'aromates, de légumes, que Maude loge avec soin dans des perles modelées à l'état brut. Mais alors, comment s'y prend-elle ? Impossible de le savoir. Je dis en fait que je fais comme Coca-Cola, je garde ma recette secrète parce que je suis la seule à proposer ce concept-là, donc je peux garantir des matières naturelles qui vont se dégrader à l'eau, mais je ne dis pas en quoi sont faits mes bijoux. Nous saurons seulement qu'elle travaille avec des pigments naturels, qu'elle patine avant de procéder à l'assemblage de chaque pièce, des créations uniques, vivantes, que vous pourrez ensuite mettre en terre en respectant la date limite de plantation. Sur chaque bijou, vous avez une étiquette avec le nom de la graine et une DLU. C'est une date limite d'utilisation. Comme je travaille avec du vivant, en fait, le procédé de fabrication fait que vous avez la graine qui est conservée pendant 2 ans dans le bijou. Passé ce délai-là, vous pouvez toujours porter votre bijou, mais je ne peux plus garantir le taux de germination. C'est pour ça qu'il y a cette étiquette-là avec, super important, le nom de la graine pour savoir ce qui est dans votre bijou et la date limite de plantation. Alors là, par exemple, c'était un collier basilic, mais je l'ai planté en mars 2020, pendant le confinement. Et Alicia, si tu veux bien t'approcher, en fait, on voit encore le médaillon
qui s'est décomposé et qui a laissé justement les graines sortir. Donc ce qui met le plus de temps à se dégrader, c'est les perles en bois, le fil, on en voit encore un petit peu. Et puis après, voilà, cette plante-là, le basilic, vous pouvez le mettre dans la salade, sur la pizza. Un bijou finalement à croquer, qui nous dit aussi combien il est important de prendre le temps, de vivre, de laisser pousser chaque plante, prendre le temps de partager aussi, comme le fait Maude avec ses bijoux à cultiver comme des trésors. Maude Mangeot, qui avec sa marque Maudibule a également décroché le label qualité MOSL et a été reconnu artisan métier d'art. Si vous souhaitez acquérir un de ces trésors et vous aussi le voir pousser à votre tour, allez faire un tour sur le site qui est apparu sur l'écran. Il faut compter à peu près 21 € pour une broche et 27 € pour un collier. Alors je suis sûre que, tout comme moi, les musées vous manquent, d'autant qu'on sait que du côté du centre Pompidou-Metz nous attend la sublime exposition Chagall, le passeur de lumière. Alors ce que je vous propose pour patienter, c'est de faire entrer une de ces toiles dans notre salon. Voici 2 minutes et une œuvre. Nous sommes devant une toile monumentale de Marc Chagall qui s'intitule Le Roi David et qui date de 1951. C'est une œuvre qui fait à peu près 2 mètres de hauteur et qui est une partie d'un cycle que Chagall commence à concevoir au tout début des années 1950, alors qu'il s'installe en Provence, à Vence, et qu'il réfléchit pour la première fois à un cycle de peinture monumentale autour du message biblique. Il dit que la Bible est la plus grande source de poésie de tous les temps, que ça n'est pas quelque chose qu'il prend à la lettre, mais que c'est une source de rêve et que c'est pour lui un terrain privilégié de vision. Ce roi David tient sa lyre, donc c'est ce roi musicien. Il est à nouveau aux côtés de Bethzabée qui semble surgir d'un livre qui est posé au pied de ce personnage prosterné qui est le prophète Jérémie, complètement anachronique avec le roi David dans la Bible. Ici, il y a une ville. Cette ville pourrait aussi bien être Jérusalem, mais peut-être également Vence, ville où vit Chagall à cette époque-là. Et donc Chagall réfléchit à ses peintures pour les installer dans un lieu de recueillement. C'est la première fois qu'il pense en termes de cycle, et c'est dans cette pensée-là qu'il envisage ses premiers vitraux. C'est quand Chagall réfléchit à un cycle pour une architecture qu'il pense au vitrail comme une des manières, une des techniques susceptibles d'articuler sa peinture à l'architecture. Ici, la couleur, ce jaune, ce rouge, ce vert, construit véritablement l'espace pictural de la toile. La couleur est structurante. C'est aussi la couleur qui amène la lumière, qui découpe la toile, un peu comme dans le vitrail. La peinture de Chagall et l'art du vitrail coexistent et sont elles-mêmes empreintes des mêmes préoccupations et d'un traitement similaire de la couleur et de la lumière. L'exposition Chagall, le passeur de lumière, à découvrir, on l'espère, très bientôt, à savoir quand le centre Pompidou-Metz rouvrira ses portes. Je sais pas vous, mais moi je commence à avoir un peu faim, et quand c'est le cas, j'adore croquer dans une bonne baguette de pain. C'est l'occasion pour moi de vous parler de Sédou Diallo, qui a ouvert sa boulangerie il y a 1 an à Metz, dans le quartier impérial. Et ce fin gastronome, aujourd'hui se lance dans une grande aventure. Il souhaite décrocher le titre de meilleure boulangerie de France. L'émission va passer sur M6 à partir du 18 janvier. Il a bien sûr été sélectionné. Et par conséquent, je vous propose de revenir sur son aventure avec ce reportage tourné il y a 1 an par Gaël Thiss. Présentation. Je vais ouvrir un peu notre vieux pétrin. Donc ça, c'est un pétrin qui date d'il y a peut-être plus de 30 ans ou 40 ans. Et c'est cette souplesse, nous, qu'on cherche pour avoir des pains qui sont très légers. De l'eau, de la farine, du sel et du levain, il n'en faut pas plus à Sédou Diallo pour que l'alchimie opère. Une alchimie qui ne laisse cependant rien au hasard. À mi-cuisson, quand c'est doré comme ça, je remets une grille, comme ça elles ne vont pas trop gonfler. Pétrissage, fermentation, cuisson, Sédou a savamment étudié chaque étape de la fabrication du pain, qu'il travaille sans additifs et avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Pour faire du bon pain, il faut du temps. Un pain, c'est minimum 12 heures de temps de fermentation. Après, les ingrédients, il ne faut pas trop les dénaturer. Il faut juste savoir les doser et bien les mélanger. C'est parce que le goût y est déjà.
C'est juste on remodifie pour donner d'autres saveurs, d'autres arômes. Et ici, tout est fait maison. Les amandes de la frangipane sont concassées sur place et la compote mijote elle aussi sur les fourneaux de son labo. On prépare nous-mêmes la compote avec de la vanille de Bourbon, sans des produits de conservation, etc. Moi, j'aime bien les cuissons douces. Les aliments ne sont pas brusqués avec la chaleur. Ça préserve bien les arômes et les valeurs nutritives aussi. Arrivé du Sénégal en France en 2009 pour réaliser ses études, Seydou tombe très vite amoureux de la gastronomie française. Après des études de chimie, il s'oriente naturellement vers la boulangerie, une passion qui ne le quittera plus. C'est un beau produit, moi j'aime bien les beaux produits. C'est comme disait un grand pâtissier, il dit que le beau ça fait venir et le bon ça fait revenir. Et dans sa boutique située au cœur du quartier impérial de Metz, la clientèle ne s'y trompe pas. Des pains spéciaux aux produits phares, la baguette tradition, il n'y a qu'à regarder de près pour déceler tout le savoir-faire de ce boulanger passionné. Là, quand vous voyez une baguette alvéolée comme ça, vous savez que c'est une baguette qui est bien travaillée. On voit que la mie, elle brille. Les clients, ils viennent et ils sont très exigeants. Il faut se démarquer, c'est ce qui va faire la différence par rapport au supermarché. Avant de s'installer à Metz, Seydou a parcouru la France à la recherche des meilleures recettes. Aujourd'hui, il n'hésite pas à partager savoir-faire et astuces avec d'autres amoureux du pain. Voilà maintenant plus d'1 an que Seydou a ouvert la boulangerie Poulard à Metz, une boulangerie qui a trouvé sa clientèle. D'ailleurs, une deuxième boutique devrait ouvrir rue du Grand Cerf d'ici quelques temps. En attendant, nous, on croise les patounes pour la grande participation à la meilleure boulangerie de France. Qui sait, moi je pense réellement qu'il peut gagner. Que diriez-vous maintenant de retrouver celui qui multiplie les pains comme personne? Il s'agit bien sûr de Lord Martin qui, avec Tom, va nous rendre chèvre une fois encore. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à faire de la magie impromptue. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la magie impromptue? La magie impromptue, c'est l'art de faire des tours avec des objets qui vous entourent, des objets du quotidien. Donc très peu de matériel en fin de compte. Par exemple, Tom, tu as quelque chose? Un morceau de papier, un simple morceau de papier que je vais placer ici. Et attention, vous n'allez pas en croire vos yeux. Regardez bien, je frotte ma main d'une façon énergique sur mon bras. Et voilà, maintenant, voici l'explication. Pour faire ce tour de magie impromptu, il vous faut évidemment une simple feuille de papier. Mais aussi de la ficelle, un contrepoids, des vis accompagnées de sa visseuse, quelques serre-joints, une scie sauteuse, pour couper quelques planches. Donc voici comment le réaliser. Après avoir construit et installé discrètement cette petite structure, vous préparez votre morceau de papier que vous placez ici et Tom actionnera la ficelle qui se trouve derrière lui pour lâcher le contrepoids qui viendra percuter la feuille. Et là, vous êtes prêt pour réaliser ce tour de magie impromptu. Voilà, maintenant, vous pourrez faire ce numéro de magie impromptu à la maison. Ils sont décidément infernaux. Retrouvez Tom et le Lord tous les 15 jours dans la boîte à malice et suivez-les sur les réseaux sociaux. L'heure est déjà venue de nous quitter. Je vous propose de le faire comme toujours en musique avec l'électropop d'Anthony Dervish qui signe un nouveau titre et avec lui un nouveau clip pour lequel il a signé une collaboration avec Beryl et Choka. Le clip a été tourné à Metz, vous allez le voir. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Si nous pouvions nous comprendre, apprendre le large, pourrions-nous méprendre, pas au débat, je m'égare à chaque fois que ça fait violence, mais je crois qu'au fond, c'est là qu'on avance.
Mais le vent et ton peur, l'air change. Je ne sais plus à qui faire confiance. Nos esprits sont troublés de toutes parts, tout part, quitter, oser débattre. Et nos esprits sont troublés de toutes parts, tout part, de toutes parts. Si nous pouvions nous comprendre, apprendre le large, nous pourrions nous méprendre, Par au débat, je m'égare à chaque fois, ça fait violence. mais je crois qu'au fond, c'est là qu'on avance. 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 Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.